Bonsoir. Voilà alors que je me retrouve tout seul ici. Je suis ému et content d'être ici et maintenant parmi vous et de vous adresser à la langue française. Encore une fois, ma position est contradictoire et étrange puisque de fait, je vais vous présenter mon point de vue, ma vision des choses. Néanmoins, de fait, je représente quelque chose qui me dépasse. Donc, je représente la Grèce. Et qui suis-je pour représenter tout un pays? Et y a-t-il quelqu'un qui peut de toute façon parler de la part de quiconque? Mais vu que je suis invité et que je ne prends pas la parole, je me sens plus à l'aise à aborder la question. La Grèce est un pays invisible qui n'entre dans notre champ de vision que pour des raisons bien précises. Cela n'est pas nouveau. Vu qu'on parle constamment de la crise, je dois tout faire de ne pas accepter le terme déjà imposé dans la discussion publique. Nous sommes bien d'accord qu'il y a un malaise qui entoure la description générale en ce qui concerne la crise en général et en particulier la crise en Grèce. Donc, si on accepte ceux qui parlent de la culpabilité, on va rentrer dans le même débat, qui est un faux débat. Mais si on accepte aussi ceux qui veulent un peu victimiser, ceux qui ressentent une certaine solidarité, tendresse, affection pour la Grèce, là encore, c'est le même problème. Il y a ces slogans « Nous sommes tous des Grecs » qui me fait frissonner, parce qu'en fait, la réponse est toute simple, soyez européens pour une fois. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas parler de la Grèce, qu'on va parler de l'Europe à travers l'histoire de ces pays qu'on appelle la Grèce. D'abord, il faut changer, déplacer notre point de vue dans l'espace et dans le temps à la fois. Donc, je veux parler de la création de cet État qu'on appelle aujourd'hui la démocratie de la Grèce. La révolution a commencé en 1821. L'État a été reconnu plus ou moins comme tel en 1832-35. Pendant cette période, nous avons eu déjà tous les phénomènes qui caractérisent, soi-disant, la situation en Grèce. Donc, nous avons eu une corruption des classes politiques, nous avons eu des prêts et nous avons eu deux guerres civiles. Je cite cela parce que, en fait, la Grèce est écrasée par son propre nom. Et il y a beaucoup trop de choses qu'on considère des détails, mais ces détails-là font comprendre que la création de l'État grec est un projet européen. Dans le livre de Hobsbawm, quand il parle justement du siècle des révolutions, il cite précisément, il dit que la seule révolution qui a vraiment réussi, c'était la révolution grecque. Et pour expliquer l'ampleur, l'importance de cet événement-là, il dit que le seul paradigme, métaphore qu'on puisse avoir, c'est l'importance qu'a eu la guerre civile en Espagne pendant le XXe siècle, notamment pour inspirer, renforcer, donner un corps et une perspective à la gauche européenne, à ceux qui luttaient pour un monde meilleur. Quand l'État nouveau a été établi,
nous avons eu un roi bavarois. Le journal du gouvernement était en 2 langues. C'était en allemand et en grec. Et puis, au Parlement, il y avait 3 partis qui étaient officiellement nommés, les amis de la France, les amis de la Russie et les amis de l'Angleterre. Même avant cet établissement, nous avons eu les fameux prêts de l'indépendance. Notez le nom, prêt de l'indépendance. Hein? Parce qu'il s'agit d'un euphémisme, il s'agit des prêts de dépendance, justement. Notez les chiffres, moi je suis très mauvais, je ne peux pas les visualiser quand il y a beaucoup trop de zéros, mais là on parle d'un prêt qui était de l'ordre de 2 800 000 lirettes, et dans les caisses de l'État, nous avons mis 900 000 lirettes. Donc imaginez comment un État qui n'existe pas encore, qui n'a pas de structure de production, qui n'est pas organisé, comment pourrait-on imaginer que cet État puisse vraiment être en accord avec ses comptes? Eh bien, c'est impossible. Donc du coup, après cette dépendance, la politique anglaise a soutenu justement cette indépendance, et du coup, nous avons eu la politique anglaise qui a, pour la première fois, favorisé la création de ces nouveaux États. Donc déjà, vous voyez, l'image commence à changer. Le prêt, il y en a eu d'autres tout le long de l'histoire de la Grèce, mais c'était constamment un moyen pour contrôler aussi. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, peut-être ce n'est pas le cas, mais en général, on connaît la Grèce à travers le Souvlaki, le Sirtaki, les Tzatziki, et peut-être la dictature. Là encore, la dictature, maintenant on le sait bien, qu'elle a été provoquée par les intérêts et l'implication de la politique américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons cet État nouveau qui commence son élan avec un rêve. Et son rêve est attaché à la période classique, à la Grèce classique, donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Une des choses faites, c'était de nettoyer la scène et de rendre cette vision réellement présente dans la ville d'Athènes. Donc, à Athènes, il y avait 140 églises byzantines et post-byzantines. Il en reste à peu près 12. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que ça représente. Ça veut dire tout simplement que l'héritage, la culture vivante des gens, leur vie de tous les jours, les lieux où ils déposent leurs désirs et leurs peurs ne sont pas considérés. Où doivent aller et comment pourront vivre sur le plan symbolique, sur le plan de sens, ces gens-là? Quand Daniel Combeti dit il y a 3-4 ans qu'effectivement le grec ne se sent pas que leur état est à eux et il faut faire quelque chose, eh bien, ça fait partie de l'histoire européenne. C'est l'histoire européenne, justement, qui fait ça, et la Grèce est le lieu par excellence qui pourrait aider l'Europe à comprendre sa manière de raconter son propre histoire. Puisque ces choses ne sont pas faites parce qu'il y avait quelqu'un de méchant. Il y avait constamment un besoin d'un point, d'un moment, d'une fondation en fait, d'une fondation symbolique. Toutes les institutions que nous avons autour de nous, même ce théâtre ici, a besoin d'un contenu symbolique. Et ce contenu vient de l'espace de l'altérité, de cet autre. Ça ne peut pas être nous-mêmes qui s'auto-légitimisent. Cette altérité, alors, fut, pas que pour l'Europe occidentale, la Grèce, notamment la Grèce antique.
Mais pour contrôler sa propre vision, il faut contrôler cet autre, cet espace d'altérité, cette source de légitimation symbolique. Donc du coup, ça explique pourquoi, tandis que dans d'autres régions, nous avons eu un protectorat français partagé à côté avec un protectorat anglais. En Grèce, nous avons eu le parti des amis de la France, les amis de l'Angleterre, les amis de la Russie, un roi bavarois. C'est parce qu'ils avaient tous besoin d'avoir un pied dans le territoire. Il fallait que la Grèce soit partagée, pas pour sa richesse, pas parce que les Grecs comptaient, surtout à cause de sa position géopolitique et pour son importance symbolique. Je veux vous rappeler que pendant la chute de Twin Towers à New York, nous avons eu cette phrase de Stockhausen qui a dit que c'était l'œuvre parfaite, l'œuvre qui ne serait jamais dépassée. En fait, on pourrait dire que là, à Athènes, nous avons une entreprise semblable, puisque nous voulons rendre les symboles de la démocratie, de ce désir de créer une société où la négociation et la parole est le valeur le plus important, nous voulons le remplacer par les symboles du néolibéralisme. Donc imaginons que cette expérience finalement réussit. Donc vous auriez quelque chose d'assez étonnant, vous auriez complètement effacé cet élan et cette fantasmagorie, cette apothéose très problématique de la démocratie athénienne, avec un autre récit, qui est le récit néolibéral. Donc là, vous pouvez déjà comprendre que les enjeux sont très importants. Punir un pays, ça, c'est une attitude sentimentale qui n'a pas d'apport véritable. Les enjeux sont vraiment importants. Donc, ce n'est pas, il faut rajouter là que ces besoins de cette altérité qui donne du sens, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'abord, ça commence pendant la période romaine. Le Romain, il vient, il annule toutes les institutions démocratiques et il fonde d'Athènes un parc thématique, en fait, où on peut aller s'amuser, lire des poèmes, voir des tragédies, mais des tragédies qui répondaient à des questions politiques très vraies, dans une urgence de l'époque. Or, quand les Romains le voient, ils le voient la gloire du passé, sans contexte, sans traduire. Et on le voit très bien dans la production romaine de tragédies où ces enjeux ne sont plus présents. Quand Hadrien, qui a vraiment contribué à la gloire d'Athènes romaine, a parlé de son règne, il a dit que quand j'ai pris Rome, était une ville de briques et je l'ai rendue une ville de marbre. Et il en était très fier, ce qui est très drôle, parce que c'était quand même quelque chose d'assez superficiel, n'est-ce pas? Donc la conception d'Athènes était liée justement à cette fantasmagorie qui était nécessaire, encore une fois, pour légitimiser des structures symboliques. Il y a dans le musée de Pirée une trouvaille vraiment fabuleuse. Ils ont trouvé un bateau naufragé qui apportait des reliefs préparés dans les ateliers d'Athènes vers Rome. Et là, vous verrez les mêmes représentations en version multiple, en fait. Et la thématique venait j'ai oublié le mot, le bouclier de la déesse Athéna qui était sur le Parthénon. Donc déjà, vous avez Athènes qui vend son image à l'étranger pour plaire et pour avoir des revenus. C'était ça la situation.
Mais je vais vous donner un autre exemple qui est même plus important, qui est très méconnu. Pendant la période de la grande expansion du monde musulman, arabe, pendant le califat de Al-Ma'moun, qui est vers le 7e siècle, à Bagdad, nous avons un gros problème. Le problème est que nous avons un empire qui a vraiment embrassé une vaste multitude de peuples, de cultures, dans des périodes, dans des lieux très différents entre eux, qui ont des conceptions vraiment difficiles à combiner. Donc nous avons besoin de composer tous ces gens-là, de créer une entité politique et culturelle. Mais comment faire ça? Il n'y a pas la repère, on n'a pas, le ciment n'y est pas. Alors, le calife, apparemment, voit un rêve dans lequel il rencontre Aristote. Il a l'air d'un sage, et il l'approche, et lui pose la question, « Qui êtes-vous, monsieur ?» Il lui dit, « Je suis Aristote, le sage. » Il le dit de lui-même. Et là, dans leur discussion, ce qu'il fait, c'est qu'il met en position de première, comme les critères le plus important, c'est la raison. Donc, en fait, on introduit l'importance de la raison dans le monde arabe pour avoir un champ de discussion et de négociation. Or, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, parce que cette approche d'Aristote comme le prêtre de la logique, c'est quelque chose qui traverse le monde arabe. Après, ça passe à travers le côté sud de la Méditerranée. Vous aviez Al-Farabi, vous avez Maïmonides qui est un juif penseur qui introduit l'aristotélisme dans la pensée juive. Après, vous aviez Averroès vers Espagne actuelle, et après vous aviez Thomas d'Aquin qui était un obsédé d'Averroès et de la pensée aristotélicienne. Et donc vous aviez l'introduction d'une vision de la Grèce, de l'esprit grec qui était arabe et qui mettait l'accent sur ce besoin d'avoir un plan logique. Or, les Arabes n'ont jamais eu besoin de la tragédie. Et la tragédie n'a pas passé dans notre conception de l'Antiquité depuis le départ. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que ni Engels ni Kant n'ont eu un rapport vrai avec la tragédie. Or, en Grèce antique, la tragédie précède la philosophie. La philosophie commence quand la démocratie est déjà finie. En fait, c'est le fruit de la détresse et de la tristesse profonde du monde fini. Et aujourd'hui, quand on veut parler de la Grèce antique, on parle directement de Platon et d'Aristote, qui sont des épiphénomènes de l'expérience athénienne. Et comme ça, nous avons présenté l'Antiquité grecque comme les lieux par excellence d'une logique, d'un rationalisme qui favorise ce désir souvent métaphysique d'avoir un système qui pourrait marcher et définir nos vies. Donc tout ça pour élargir le champ et pour provoquer une petite confusion dans votre perception des choses et pour nous permettre après de poser des questions. Une des choses qu'il faut rendre claire, c'est que là, on ne parle pas de faute de qui, c'est la faute de qui, etc. Ça, c'est vraiment une réaction qui amène à rien. Non, ça va, c'est plutôt beau. Donc, il faut comprendre que là, ce qu'on veut, c'est justement de comprendre la complexité de la chose et de sortir d'une lecture de faits qui va nous dire oui, ok, maintenant c'est pas ta faute, c'est ta faute. Vous voyez?
Nous sommes d'accord. Donc, quand on parle de la Grèce, nous avons la superposition des trois impasses. Un impasse qui est local, qui est grec, un impasse qui est européen, et un troisième qui est mondial. Okay? Ça nous sert beaucoup à manipuler les informations et chaque fois choisir les éléments qui nous intéressent pour établir quelque chose qui nous protège quand on ne veut pas être le fautif et nous voulons balancer le problème à quelqu'un d'autre. Donc, je veux éviter de parler de la situation économique, catastrophique, sociale qui existe actuellement en Grèce. Mais effectivement, la situation est terrible. Mais il y a un manque d'estime de soi quand on parle de cela. Il y a souvent des journalistes qui viennent, assez souvent des journalistes allemands, qui nous demandent de leur dire combien on souffre. Eh bien non, non. Il est impossible qu'on parle de la souffrance. Si on rend cette souffrance une forme de récit, alors nous sommes perdus, on tombe dans l'esthétisation de la chose. Il n'y a plus d'espoir. Nous avons parlé beaucoup de l'aube dorée. C'est un sujet très important pour l'espace francophone aussi. Donc je pense que, vu qu'en ce qui concerne les secteurs culturels, il y a deux personnes ici qui peuvent parler mieux que moi, je veux plutôt parler de ces choses-là qui entourent les questions de la culture pour laisser de la place. Donc, d'abord, il faut comprendre que l'aube dorée, qui est une formation politique ou mafieuse néo-nazie, n'est pas le problème de la démocratie. Elle va tout simplement s'accaparer des problèmes de nos démocraties pour trouver de l'espace pour expandre et imposer ses visions. En avril 2002, il y a eu les élections en France où nous avons eu Jacques Chirac et Le Pen. Hein? À l'époque, tout le monde était ensemble, c'était un moment de joie, et ils ont tous voté Chirac, et du coup, Le Pen a été expulsé. Et on était tous contents. Hein? J'étais en France à l'époque et j'étais déprimé. Parce qu'en fait, ça a sémé vraiment la confusion dans le domaine de la vie politique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux années 80, la gauche, notamment européenne, a abandonné le désir de la révolution. J'avoue que je ne suis pas pour la révolution, mais quand la souche de ta perception des choses est liée justement à ce désir pour la révolution, tu as un problème identitaire. Donc autant en Grèce qu'ailleurs, très probablement en France, nous avons formé notre identité politique, notamment dans le monde de la gauche, avec des anti. Donc, l'antimondialisme, anticapitalisme, antiracisme, antifascisme, anti-quelque chose. Mais on ne peut pas construire un vrai débat, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau à partir d'une négation. Donc, cette manque de vision est devenue de plus en plus grave et de plus en plus profonde. Et c'est devenu un vrai vide de discours et de sens politique. Donc, à mon avis, si on cible uniquement à ces problèmes de formation néo-nazie, etc., et on ne traite pas l'aspect visionnaire et le désir d'une société, un désir partagé, on n'arrivera jamais à résoudre le problème. En Grèce, on se pose la question, pourquoi la société ne réagit pas face à une humiliation psychologique, symbolique, sans fin, et puis à des problèmes vitaux dans la vie quotidienne.
Une des choses est qu'il n'y a pas de sujet défini qui puisse réagir. C'est-à-dire cette notion de nous, le nous qui nous unit, est quelque chose d'assez faible. Imaginez dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où nous avons eu des régimes qui ont vraiment puisé et ils ont capitalisé dans les notions de la nation, de la société, de choses globalisantes comme ça. Nous avons une certaine méfiance à toute référence d'un nous. Et la gauche a joué un rôle important à ne pas permettre avoir cette notion de nous. Donc, du coup, je pense que c'est tout à fait légitime comme sensibilité, mais je veux vous rappeler juste une petite histoire que je trouve passionnante. Vers la fin de sa vie, Freud a écrit un livre qui n'est pas tellement central dans sa recherche analytique, mais qui est très importante, à mon avis, pour l'histoire européenne. C'est le livre Moïse et le monothéisme. Dans ce livre-là, il fait une assumption scandaleuse et il dit que finalement, le créateur du judaïsme était un Égyptien. Donc, c'était l'autre, et plus que l'autre, en fait. C'était le pire ennemi, la fuite d'Égypte, etc., etc. Donc, le réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'éviter les questions d'identité, qui est tout à fait compréhensible. Mais je me demande, et si on creusait suffisamment loin, et je crois que par définition, si on creuse suffisamment loin, on trouve l'autre. Hein? Parce que si ce n'est pas vrai, ça veut dire que notre théorie qu'il n'y a pas de choses fermées et clos n'est pas vraie. Si on croyait vraiment que c'est vraiment une position inacceptable, cette fermeture, cet espace clos, eh bien forcément on trouve l'autre. Je vous rappelle que le méandre que vous trouvez partout dans l'architecture grecque et puis dans les restaurants grecs et l'épitaphe grec, ils ont ces méandres partout, etc. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une rivière à l'Asie mineure qui circulait d'une manière qui a fait penser à ces motifs-là. Et en fait, c'est cette fleuve de l'Orient qui vient, qui arrose toute la pensée, tout l'art et toute la fantasmagorie du monde grec, à l'époque et aujourd'hui. Je peux vous donner énormément d'exemples. Mais l'aube dorée, dans son sens et dans son discours, en fait, elle est le produit justement de la perception européenne de la Grèce, et c'est vraiment les fruits de l'Europe. Donc je pourrais m'arrêter là, puisque j'approche la demi-heure, mais je vais seulement rajouter un épilogue. Je pense que nous sommes, encore une fois, face à l'impossible. Et c'est justement ce qu'il faut célébrer. Il faut embrasser cet état. D'ailleurs, la tragédie n'est fait qu'inventer des situations impossibles. Je peux vous donner des exemples qui sont assez impressionnants. Comment les poètes, ils ont inventé des situations impossibles pour commencer après leur récit. Donc, c'est impossible, c'est le moment où on commence à négocier, c'est le moment où la culture, le politique et notre humanité surgit. C'est le moment où les systèmes ne fonctionnent plus et on doit vraiment voir où nous sommes et comment. S'il n'y a pas d'impossible, quand on dit qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est qu'en fait, on ne veut pas voir autrement. On veut rester dans le même. Donc, parler de la crise, ça veut dire forcément
parler de l'impossible, ça veut forcément dire que nous sommes dans un moment tournant. Si la Grèce et l'Europe, et la France notamment, ne peuvent pas réagir face à la situation, c'est parce que on croit qu'on va quelque part échapper. Si on assume que nous sommes dans un impossible, dans une position impossible, là, on pourra réfléchir autrement. Et je vous rappelle que plus la tragédie avance, plus nous avons le Deus ex machina, donc les dieux issus de la machine. Nous avons très facilement parlé de cette devise en disant qu'en fait, c'est que on cherche quelque chose, on ne veut pas être face à nos problèmes. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est quand on assume qu'il n'y a plus une solution, que Hercule vient et il dit, eh bien, arrêtez à avancer de la même manière, sortez de votre système et repensez les choses. Ce n'est pas un happy end, et l'exemple par excellence c'est Médée, où il y a un Deus ex machina, mais il n'y a pas vraiment de happy end. Ce qu'il y a, c'est l'autre, l'espace de l'autre, où résident les questions. Et ces questions ne sont pas faciles. En France, il y a, je pense, Bataille qui a vraiment démontré que l'espace de l'autre, c'est l'espace de l'affreux, c'est l'espace du divin, c'est l'espace des choses qu'on n'arrive pas à évoquer. Et bien, c'est là où se trouve la solution. Merci.